Bonjour et bienvenue sur l'Interface, votre nouveau média en ligne et l'émission Grand Angle consacrée à l'analyse des grands enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. Au programme de l'émission du jour, est-il encore nécessaire de voter? Et pour qu'il faire à quelques jours du premier tour des élections municipales, nous discuterons sur le plateau de l'implication citoyenne dans la politique locale et nationale. On dézoomera l'objectif pour faire un point sur l'international et la guerre en Iran. L'occasion de faire le lien et de constater que la posture internationale de chaque pays, c'est la simple conséquence de la politique de l'élu au suffrage universel. Et pour finir, le grand titre sur lequel on focalisera notre attention, la journée internationale des droits de la femme du 8 mars, on fera un point sur les grandes avancées ou stagnations avec notre invitée spéciale Stéphanie Laventure qui nous parlera de ses belles initiatives sur la question. Pour discuter de ce vaste programme, je suis accompagné de chroniqueurs exceptionnels en plateau comme d'habitude que je salue. Heidi, bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Et Yann, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Super, alors on va commencer avec notre premier grand titre. On est à quelques jours de l'élection municipale qui est pour cette année la veille des élections présidentielles de 2027, un enjeu important dans l'actualité de notre pays. La première question que j'aimerais nous poser, est-ce que vous êtes engagé, impliqué dans ces considérations politiques ou est-ce que, comme beaucoup de Français encore aujourd'hui, vous regardez ça venir de loin? Heidi. Moi, pour ma part, je ne suis pas forcément plus engagée que ça. Cependant, je pense que c'est vraiment un privilège de pouvoir aller voter. C'est une chance d'avoir une voix qui sera entendue parmi tant d'autres, mais qui va compter plutôt et qui va peser dans la balance d'un côté ou d'un autre. Mais le tout, c'est que dans certains pays, on sait d'avance que déjà les votes sont corrompus, donc on n'écoute pas notre voix. Donc là, on a la chance de le faire. Donc oui, je vais le faire, bien sûr. J'étudie les tracts qu'ils nous donnent, quels sont les programmes des uns et des autres. Mais je ne suis pas plus engagée que ça. D'accord, la question des programmes, on en discutera aussi tout à l'heure. Pas très engagé, mais conscient de l'opportunité d'être dans une démocratie plus ou moins saine. Votre avis là-dessus, Yann? Je suis d'accord avec ce qu'Heidi vient de dire. Après, il y a quelque chose quand même que je trouve dommage en France, ça existe dans d'autres pays, mais c'est le fait que toutes les voix soient entendues. Et quand je dis toutes les voix, donc j'entends ceux qui votent. Dommage, c'est-à-dire? Je trouve ça dommage du fait que ceux qui votent blanc, c'est pour moi une voix qui devrait être entendue. Et je trouve ça dommage que le vote blanc ne soit pas considéré en France. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez en tête? Quel modèle on pourrait mettre en place qui prendrait en compte davantage le vote blanc? Je pense que si on considérait le vote blanc comme un vote à part entière, si il s'avérait que la population française qui se rend aux urnes estime que les candidats qui se sont positionnés pour être président, si la majorité de la population estimait qu'ils n'étaient pas légitimes ou qu'ils n'étaient pas en accord avec ces candidats-là, et que le vote blanc était majoritaire en France, alors les candidats qui se sont présentés devraient être retirés et on devrait repartir sur une deuxième liste de candidats. Ok, alors là, on entre très vite dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alternatives, effectivement. Il y a certains programmes, notamment de partis politiques, qui proposent un référendum d'initiative populaire ou un référendum révocatoire, avec la possibilité, même si l'élu a été voté et élu au suffrage universel dans les règles de la démocratie, un désaccord majeur de la population permettrait de lui retirer son mandat. C'est quelque chose que vous soutenez? C'est aussi une piste qui serait, à mon sens, très intéressante. Alors, très intéressante. Et la question, c'est de savoir, avant de parler de révoquer un élu, il y a la possibilité de voter pour de nouveaux élus à l'échelle municipale. C'est aujourd'hui en France, l'échelle municipale, l'une des échelles dans laquelle les citoyens trouvent vraiment un sens, parce qu'on voit son maire agir dans la communauté avec un impact plus ou moins visible et direct. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous savez déjà pour qui vous allez voter? Vous n'êtes pas obligé de partager vos opinions politiques, mais est-ce que votre avis il est déjà validé? Est-ce que vous êtes encore en train d'écouter ce qui se fait, ce qui se dit? Alors, pas encore, pour ma part. Je suis encore en train de sonder les différentes listes qui sont proposées. Et après, je me laisse le temps, d'ici les élections, de choisir nos candidats. D'accord. Et Heidi, votre choix, il est déjà fait? Non, je suis comme Yann. Je réfléchis jusqu'au bout. Je vais essayer d'avoir Souvent, il y a des petites infos, des petites choses qui se savent de dernière minute.
Du coup, non, je vais prendre mon temps et juste, je pense que juste dans l'urne, je vais... Le secret de l'isoloir. Exactement. D'accord. Donc vous faites partie de celles et de ceux qui trompent les sondages. Je ne sais pas de quel sondage on parle, mais toujours est-il que, en tout cas, j'attendrai le dernier moment. D'accord. Comment vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez recommander à notre audience pour celles et ceux qui se posent des questions, qui ne savent pas encore pour qui voter? Comment vous vous y prenez pour pouvoir faire votre choix? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous constatez, consultez pour ensuite prendre une décision en âme et conscience, Heidi? Moi, je vais déjà commencer par regarder des programmes, lire des programmes individuellement. Déjà, ceux qui me parlent, je vais regarder ce qu'ils ont déjà mis en place, etc. Je vais me renseigner plus sur la personne, ce qu'elle a déjà fait dans le passé, ce qu'elle a tenu promesse, est-ce qu'elle a eu des discours qui étaient incohérents, etc. Et puis, c'est comme ça que je vais affiner au fur et à mesure mon avis sur tel ou tel profil je vais prendre. Et puis, j'écouterai aussi des chaînes de radio qui sont plutôt fiables. Les chaînes de radio plutôt fiables, ça veut dire quoi concrètement? Ah, mais ça, c'est... je veux dire France Inter, des chaînes que je considère comme plutôt fiables. Et pas des chaînes qui veulent... Je pose la question parce qu'aujourd'hui, ça reste... une question, un sujet, de se dire qu'aujourd'hui 90% des médias sont la propriété de quelques milliardaires qui les possèdent en réalité sans toujours une rentabilité économique derrière. On se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas plus des enjeux de pouvoir que des enjeux économiques à posséder des médias. Est-il possible, à travers notamment les canaux traditionnels, de se faire un avis éclairé et non orienté? C'est pour ça que je pose cette question-là finalement. Non. Un média fiable, c'est quoi, Yann? Les médias traditionnels, déjà, je pense que c'est assez difficile, honnêtement. Enfin, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est quand même difficile de trouver des médias traditionnels non orientés. Je pense que c'est même assumé. C'est leur travail, j'ai envie de dire, d'orienter dans une direction qu'ils estiment légitime ou bonne le débat. Maintenant, là où je trouve que on peut sortir une épingle, c'est dans les médias un petit peu moins traditionnels, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des médias qui sont un petit peu moins populaires, qui ont un petit peu moins d'audience, mais qui ont un traitement de l'information que je trouve un petit peu plus proche de la vie et du regard du citoyen lambda. Puisque aujourd'hui, ce que je constate, c'est clairement qu'il y a on peut parler de propagande, une propagande des médias traditionnels qui poussent leur sujet, qui poussent leurs candidats, et c'est en cohérence avec ce qui se passe dans la sphère politique. Et en parallèle de ça, il y a les discussions qu'on a de tous les jours avec nos amis, nos voisins, etc., qui portent sur d'autres priorités qui ne sont pas souvent traitées par les médias classiques, et souvent, ils sont traités par les médias qu'on trouve sur YouTube, des médias un petit peu moins populaires. Donc, je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes sortes de points de vue. Et justement, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure à Heidi, ce que je regarderais pour faire mon choix, c'est d'abord les listes locales. Quelles sont les propositions qu'ils veulent faire pour la ville. Et au-delà de ça, je regarderai à quel parti ils sont associés. Et au-delà de ça, ces partis, qu'est-ce qu'ils représentent comme ambition, comme envie de pouvoir, etc. Et donc, moi, je suis très favorable à tout ce qui est nuance, diversité. Et donc, c'est mon avis, c'est mes goûts, mais j'aime bien les listes qui sont un petit peu mélangées, où il y a plusieurs personnes de plusieurs partis politiques qui s'assemblent pour faire avancer des causes locales. Donc ça, pour revenir juste après sur la question des médias, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que vous entendez par liste diversifiée? Qu'est-ce que vous voulez dire par alors, si je pense que dans beaucoup de villes c'est le cas, mais en tout cas dans ma ville, il y a des candidats qui ont fait une liste qui regroupe plusieurs partis. Exactement, une union qui regroupe plusieurs partis. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est une dynamique déjà. Rien que la dynamique, elle m'intéresse déjà. Ça veut dire qu'on est capable de faire consensus, on est capable de mettre de côté ses ambitions personnelles pour faire voie commune, pour faire avancer
une proposition. Donc ça, déjà, rien que ça, j'aime bien. Et après, au-delà de ça, il faut voir où est-ce que cette ambition commune veut nous amener. Alors on va justement lancer une séquence que j'avais prévu de nous proposer qui va nous permettre de continuer cette réflexion sur la question des nuances, des équilibres, des extrêmes. On va regarder cette vidéo ensemble. Et je vous pose une question, alors ça va vous faire rire. Dieu s'intéresse à la politique. Est-ce qu'il est de droite ou est-ce qu'il est de gauche? Je savais que vous alliez rigoler. Ça vous fait sourire, mais réfléchis bien. Si Dieu n'est ni de droite ni de gauche, si ça n'a aucun sens de dire ça, pourquoi toi tu l'es? C'est quoi la droite? On y va? C'est quoi la droite? Qu'est-ce qu'elle défend, la droite? Elle défend les valeurs familiales, de base, l'insistant, le mariage entre hommes et femmes, respect de la vie, la valeur du travail, ordre dans la société, contrôle de l'immigration. Un gouvernement a parfaitement le droit de contrôler son immigration, bien sûr. Pas d'oppresser les immigrés, mais de contrôler son immigration. Israël, dans la loi de Moïse, il y avait des lois, voilà, les immigrés peuvent faire ça, il faut qu'ils fassent ça. Quand tu regardes ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, la parole de Dieu y fait écho, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Dieu est de droite? Attendez, regardons la gauche un peu. Traditionnellement, la gauche, attention plutôt portée à l'injustice, contre l'oppression, générosité et solidarité, plutôt accueil de l'étranger, vouloir que les riches participent plus à l'effort de solidarité collective, c'est la gauche aussi, certaines méfiances envers les dérives du capitalisme, certaines assimilées à de la cupidité, importance donnée à la culture dans la société, pas mal tout ça. Mais qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons aujourd'hui qu'on a des chrétiens, ou on a des partis politiques. Qu'est-ce qui se passe quand tu es à droite? Eh bien, le risque d'une perte de sensibilité par rapport aux injustices, à la misère, un certain pharisaïsme. Être conservateur, on est des conservateurs. Est-ce que Dieu est un conservateur? Dieu n'est pas un conservateur. Le Saint-Esprit n'est pas conservateur. Et quand ils sont trop à gauche, ah bah tu tombes dans la revendication permanente, il nous faut ça, allez la révolution tout le temps, mépris de l'autorité, refus de toute autorité et le relativisme moral. Extrêmement grave. Mais je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est un pasteur, Éric Toumio, je pense qu'il est missionnaire au Sénégal, qui intervenait dans une église à Mulhouse et qui avait ce regard-là, qui peut être un message, je l'interprète comme ça, d'équilibre. Heidi, vous, comment vous comprenez ce message-là et est-ce que vous rejoignez également Yann dans une perspective peut-être un peu plus équilibrée, un peu plus nuancée, dans laquelle on va ne pas pencher trop d'un côté, trop d'un autre, faire une forme de rassemblement avec différentes sensibilités mises dans une même liste ou dans un même programme? Vous en pensez quoi? Moi, au premier abord, je trouve que ce que ce pasteur dit est très équilibré. Ok. Et je trouve que sa vision est plutôt juste. Tout est une question d'équilibre, puisque on peut très bien être de droite, et si on est trop peut-être dans cette façon de voir, on peut tomber dans un certain extrême et puis pareil dans l'autre. Hein, il l'a très bien décrit. J'ai pas grand-chose à redire sur ça, et je pense que je vais développer mon avis en vous écoutant. D'accord. Yann, l'extrémisme, forcément problématique selon vous? Ça dépend ce qu'on appelle l'extrémisme, il faut définir. Le Conseil d'État a défini par exemple la France Insoumise comme un parti d'extrême gauche. C'est tout récent, après des années de lutte et un programme qui n'a pas tant changé que ça. Aujourd'hui, le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur, les classe à l'extrême gauche. Est-ce que ça en fait d'eux automatiquement des persona non grata à la table républicaine? Non. Je ne pense pas. Après, le Conseil d'État fait son travail. Ils ont estimé qu'avec les éléments et les critères qui sont les leurs, que LFI faisait partie des groupes extrémistes. Maintenant, si la voix dite extrémiste est celle qui représente le plus celle du peuple, j'ai envie de dire ce sont deux choses différentes. Il y a la catégorisation, extrême gauche, et il y a le choix du peuple.
Il y a les élections qui sont là pour ça. Et donc, si le peuple porte aux voix le groupe La France Insoumise, pour moi, il n'y a pas de sujet avec la catégorisation, j'ai envie de dire. D'accord, mais moi je vais vous dire, j'étais mal à l'aise avec cette vidéo, je vous le dis, et c'est l'occasion d'en discuter, parce que j'ai trouvé cette posture a priori équilibrée au premier regard, et on ne pourra pas s'opposer à ce qui est dit, mais je trouve que ça manque de profondeur sur la réalité de l'arc républicain qui n'est pas composé que d'une partie droite et d'une partie gauche. Il y a aussi un centre. Alors, lorsqu'on est en train de dire Dieu n'est ni de droite ni de gauche, nous ne devons pas être de droite ou de gauche, est-ce que ça voudrait dire qu'on devrait être finalement au centre, ce qui est une position politique et ce qui est déjà une décision? Est-ce qu'il a dit qu'il ne faut pas être de droite ou de gauche, ou est-ce qu'il a juste dit la droite c'est plus comme ça, la gauche c'est plus comme ça? Alors, comment vous le comprenez? Moi, je comprends qu'il présente des bonnes choses dans la droite et des mauvaises choses dans l'extrême droite, des bonnes choses dans la gauche, des mauvaises choses dans l'extrême gauche. Alors, a priori, pour moi, ça c'est un discours centriste. Peut-être il est macroniste, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, je pense qu'il cherche. C'est très difficile quand tu es pasteur C'est et que délicat. tu as une visibilité comme ça de donner de prendre parti pour tel ou tel parti politique. Voilà, merci. Et je pense qu'il a voulu faire preuve de sagesse en soulignant les bons côtés autant dans la partie droite que la partie gauche, et puis aussi les choses qui étaient les points de vigilance qu'on pouvait avoir. Et moi, je pense qu'il aurait pris parti, les gens n'auraient pas non plus été contents. Ouais. Je vous rejoins. Et je tiens à dire que, premièrement, moi, j'apprécie cette initiative parce que c'est une prise de risque. Quand on est leader religieux, d'entrer dans ce type de sujet, c'est une prise de risque vis-à-vis du peuple qui est en face de soi. C'est une prise de risque vis-à-vis de l'État pour qui il y a un certain nombre de recommandations concernant les discours politiques dans les lieux de culte. Et moi, personnellement, je trouve ça bien qu'un leader religieux puisse emmener une forme de sensibilisation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense aussi qu'il cherchait une forme d'équilibre. On a besoin de discours rassembleurs aujourd'hui dans une société qui est complètement segmentée. Mais je suis en train de m'interroger en me disant que finalement, la conséquence, non pas l'intention, elle est certainement saine, mais la conséquence de ce type de discours, est-ce que c'est pas justement d'alimenter un certain flou ou une certaine impression que finalement les deux se valent, il y a du bien un peu partout, finalement, soyons équilibrés quand la société dans laquelle nous sommes a peut-être besoin d'un tournant un peu plus radical pour pouvoir sortir de certaines crises. C'est pas sa position. Ouais. Pour moi, c'est pas sa position. C'est quoi sa position? Pour moi, ça serait malvenu de dire je soutiens tel ou tel parti ou je pointe du doigt tel ou tel parti. C'est pas sa place, c'est pas ce qu'il a à faire. Je suis d'accord que c'est pas ce qu'il a à faire. Il est ministre de culte, donc il peut pas prendre parti pour un parti politique. Mais qu'est-ce qui ressort, vous, quand vous écoutez, Yann, ce message? Qu'est-ce que vous comprenez de ce que vous devez faire ou de ce que vous ne devez pas faire? Au-delà de sa posture de responsable d'église, je pense que ce qu'il propose, c'est une posture, en tout cas personnellement, qui me semble chrétienne, dans le sens où, à mon sens, dans sa vidéo, il ne dit pas de voter à gauche, de voter à droite, de voter au centre. Il dit juste que si vous votez à gauche, il y a des bonnes choses qui sont faites à gauche, mais il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas faites à gauche. Et donc, si on revêt l'étiquette de gauche, alors il faut être cohérent avec la réalité qu'est la gauche. Et donc, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses. De même, si on revêt l'étiquette de droite, il y a des bonnes choses qui sont en cohérence avec les valeurs bibliques, et il y a des choses qui sont en contradiction avec d'autres valeurs bibliques. Et donc, ce que moi j'entends quand j'écoute le frère prêcher, c'est que, en tant que chrétien, si on revêt une étiquette politique, alors il faut être prêt à assumer l'incohérence qu'il peut y avoir avec les choix politiques qui sont faits dans les choix, dans les propositions de loi qui sont proposées par ceux pour qui on vote. Et donc, ce que j'entends, moi, c'est que tu votes pour l'un ou pour l'autre, ou que l'un ou l'autre ait été élu, alors nous, notre travail, c'est de prier et c'est de travailler à ce que la politique, si je suis de droite et que c'est quelqu'un de gauche qui est en politique, mon travail, c'est de prier et de m'assurer que les députés fassent des lois qui sont en cohérence avec les valeurs qui sont les miennes. Donc, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'indication à voter, c'est juste une indication à être cohérent avec les valeurs qui sont les nôtres. Et sur ce point-là, on est d'accord. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit lorsqu'il est en train de préciser particulièrement le fait que
je paraphrase, mais dans chaque parti ou dans chaque orientation politique, il y a aussi des mauvaises choses. C'est ça. Il y a des dérives qui sont existantes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut être difficile de pouvoir embrasser pleinement en tant que chrétien, puisque nos convictions pourront nous faire ressentir un certain nombre de désaccords sur des lignes lorsqu'elles sont tranchées. Peut-être qu'il faut piocher un peu de bon partout. À un moment donné, dans l'isoloir, il y a quand même un choix qui doit être fait, éclairé, avec une forme de sagesse et d'observation, une posture de discernement, aussi après coup, pour pouvoir comprendre la manière dont nos élus sont en train de fonctionner. Et c'est pour ça que je pense que le point de vue, en tout cas pour lui et pour moi, puisque en tant que chrétien, je parle situé en tant que chrétien, c'est d'abord en tant que chrétien qui vote et qui fait en sorte que la politique et les lois aillent dans cette direction. Et donc, que ce soit de gauche ou de droite, dans tous les cas, l'objectif, c'est que les valeurs chrétiennes, ce soient celles qui soient propagées. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il tient ses propos, parce que à rebours, si on se positionne d'abord comme étant de gauche ou de droite, alors on a une politique de gauche ou de droite, et après on a des difficultés quand on est sur des situations où les projets de loi qui sont proposés, ils sont incompatibles avec nos valeurs bibliques. Je prends 2 exemples. Dernièrement, j'entendais parler de l'amélioration du concept du mariage, un projet de loi qui était proposé, un amendement qui avait été proposé par la France Insoumise justement, et qui visait à retirer la notion de fidélité du mariage. C'est quelque chose qui me semble compliqué pour un chrétien de soutenir une telle politique. De même, les politiques d'extrême droite qui sont proposées contre la population immigrée, il y a quelque chose qui est en totale contradiction avec les valeurs qui sont celles que nous défendons dans la parole de Dieu. Donc, l'un ou l'autre, dans tous les cas, il y a une difficulté, et je pense que notre positionnement, c'est plutôt un positionnement en tant que chrétien. Quel que soit celui qui a été élu, nous voulons que les valeurs chrétiennes soient représentées dans les projets de loi. Je vais poser une question volontairement tendancieuse. Du coup, on a eu un ministre de culte qui a dû parler du haut de sa posture religieuse qui se doit logiquement être équilibrée, rassembleuse et pacifique et dépolitisée. Nous, aujourd'hui, on n'est pas une association loi 1905. Donc, on n'a pas tous ces garde-fous, bien que nous avons chacun nos convictions. Je pose cette question-là. Il y a du bon et du mauvais à droite. Il y a du bon et du mauvais à gauche. Aujourd'hui, dans le secret de l'isoloir, qu'est-ce que vous recommandez de faire à une personne qui nous suive? Voter à droite en assumant les mauvaises choses, mais en prenant les bonnes. Voter à gauche en assumant les mauvaises choses, en prenant les bonnes. Voter au centre. Concrètement, après cette posture, on va dire, de réflexion, dans les actions, il y a une décision qu'on doit prendre. C'est laquelle, Heidi? Moi, je dirais pas aux gens, après avoir regardé cette vidéo, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je pense que dans tous les cas, il va falloir assumer le gouvernement qui va être mis en place. À nous de contrebalancer par notre façon de vivre aussi, par nos actions, à travers nos églises locales, à travers nos relations au voisinage. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises aussi en place par nous. Et puis, je pense que Dieu ne va pas nous en vouloir si on vote gauche ou droite. Parce je suis d'accord. S'il venait actuellement en présentiel physiquement, je pense qu'il ne prendrait parti pour aucun parti politique. C'est lui qui viendrait mettre un peu, je pense, un coup de pied dans la fourmilière. Donc, je dirais de faire selon ses propres convictions, de prendre le temps de prier, de réfléchir, c'est déjà beaucoup, et puis de faire après, peu importe le parti qui va être mis en place, de faire aussi notre part en tant que bons citoyens et chrétiens. Merci Heidi. Et Yann, votre regard par rapport à l'action à poser chacun dans le secret de l'isoloir? La question en elle-même me pose un petit peu problème, puisque je suis contre tout ce qui est injonction. Donc, je dirais pas à un frère chrétien de voter à gauche ou de voter à droite ou de voter au centre. Je pense que aujourd'hui, le paysage politique qui nous est proposé ne permet pas à un chrétien d'être totalement satisfait de ce qui va être fait. C'est vrai. Et donc, qu'il vote d'un côté ou de l'autre, c'est en écho avec ce qu'on vient de regarder. L'ambition, c'est
de tenter, avec les moyens qui sont les nôtres, d'orienter cette politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, de l'orienter en faveur des orientations qui sont celles de la parole de Dieu. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose qui pour moi est pertinent, c'est que peu importe le parti qui va être élu, que ce soit le parti qu'on souhaite, qu'on soutient ou qu'on ne soutient pas, il y a énormément de choses à faire à l'échelle locale qui auront un impact sur les gens. Oui. Et que ce soit étudiant à la faculté, que ce soit dans sur notre lieu de travail. Maintenant, par exemple, à l'école, ils demandent aux parents d'élèves d'être actifs dans le fonctionnement de l'école. Et bien, juste en faisant ça, on peut avoir une action, alors pas forcément en parlant de Jésus, parce qu'on reste dans un cadre laïque, mais on peut déjà avoir une portée, je trouve, qui est assez importante et intéressante pour avoir des... Tout à fait. Se saisir de toutes les opportunités démocratiques, citoyennes, représentatives, dans lesquelles on peut jouer un rôle, porter un message... Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup dans son syndic de copropriété. Il y en a. Et si on élargit un peu, on dézoome le curseur pour parler à l'international. Alors c'est vrai que nous, on a un petit décalage entre le temps d'enregistrement et le temps de diffusion qui fait que dans une actualité aussi intense et rapide que celle de la guerre en Iran, par exemple, on a vite fait d'être en décalage. Aujourd'hui, on enregistre cette vidéo au 6e, 7e jour de guerre en Iran. Alors, pour résumer en 2 mots les faits, hein. Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran qui riposte en attaquant tout azimut les intérêts américains dans les pays alentours. Le président français qui annonce envoyer le porte-avions Charles de Gaulle dans la Méditerranée pour surveiller les intérêts de la nation. Que comprendre de cette actualité macabre en réalité? Le nombre de morts est en train Monsieur le ministre, s'entasser. Mesdames et La guerre, messieurs, elle est nécessaire. en vos grades Il y avait qualités. des alternatives. Quelle est la posture que, selon vous, c'est avec la gravité France devrait prendre dans que ce je me conflit au tiens Moyen-Orient? aujourd'hui. Ça fait bien la transition avec ce que nous disions précédemment concernant les choix politiques. Il y a différentes analyses, différentes propositions qui sont faites concernant cette gestion du conflit. Et pour prendre l'exemple du gouvernement espagnol, gouvernement qui est de gauche, avec leur Premier ministre Pedro Sánchez, il y a quelque chose qui j'ai trouvé très intéressante qui a été dite. C'était tout simplement, je résume en 4 mots, c'est non à la guerre. Et tout ce qui est en faveur du droit international doit être respecté. Aujourd'hui, on a l'impression que, à part les élites politiques, l'ensemble de la population, ou je vais dire en tout cas de ce que je regarde sur les réseaux sociaux et des discussions que je peux avoir avec les miens, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est fait entre les États-Unis et Israël qui littéralement font ce qu'ils veulent. Et on a la Russie qui est tapée du doigt pour les mêmes conflits avec le droit international sur l'Ukraine. Pareillement pour la Chine qui a des intérêts sur Taïwan. Donc on comprend pas bien comment ça se passe. On a l'impression que quand Israël et les États-Unis détruisent, violent le droit international, on ne peut rien dire, et on constate que les gouvernements, à l'exception de l'Espagne, ils sont tous en accord avec ce qu'ils disent, tandis que quand ce sont d'autres pays qui ne font pas partie des forces occidentales, là, on tape du doigt et on critique. Donc, je trouve ça compliqué, et je pense que aujourd'hui, la posture en tout cas la posture qui est la mienne, c'est celle de ce gouvernement espagnol, c'est non à la guerre et C'est trop simple de réduire. C'est trop simple de réduire tout ce qui se passe à non à la guerre. C'est pas exactement. Enfin, J'ai compris, mais c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Je suis d'accord. Et ce que disait le Premier ministre Pedro Sánchez, c'était, on est tous d'accord pour dire que le régime de Ali Khamenei, c'était pas un régime qui était comment dirais-je, qu'on encourageait d'une manière ou d'une autre. On était tous contre. Mais personne ne faisait rien. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des instances qui sont là pour ça. Après, on peut avoir une autre conversation sur un autre sujet, sur la légitimité, sur le pouvoir que des organisations comme l'ONU ont. Mais toujours est-il qu'il y a des instances dans lesquelles ces sujets sont portés. Et ce sont ces instances qui sont censées déterminer si, oui ou non,
il y a nécessité d'intervenir dans ces pays. Aujourd'hui, ce qui a été fait, il y a des forces qui s'appellent les casques bleus, qui sont censées intervenir à la décision de l'ensemble des États-Unis, des États, pour intervenir oui ou non dans des pays, dans des conflits, dans des théâtres de conflits. Aujourd'hui, ce que les États-Unis et Israël ont fait, c'est on fait ce qu'on veut. Je suis d'accord. Intervenir. Et donc c'est là où on a un gros souci. C'est pourquoi quand les États-Unis interviennent avec Israël, on dit rien et c'est limite ouais, on est d'accord avec eux. Et quand c'est la Russie qui décide pour d'autres raisons d'intervenir en Ukraine, on dit que c'est quelque chose de mauvais. Alors que les deux ont violé le droit international. Je suis d'accord avec toi. J'ai une question pour faire rebondir Heidi là-dessus. Parce qu'en fait, là, on est clairement en train d'entrer sur le débat sur l'ingérence politique. Est-ce que dans certains cas, elle peut avoir un sens ou pas? Aujourd'hui, on a une force, entre guillemets, armée à l'ONU avec les casques bleus qui font ce qu'ils font, n'ont pas toujours réussi à apporter la sécurité là où ils ont été envoyés. Alors, est-ce que, Heidi, si chez mon voisin, il y a un conflit tel que les morts sont en train de se multiplier sous un régime oppressif, dictatorial, peu importe sa forme, je me dois, au nom de l'humanité, d'aller secourir mes frères du pays d'à côté en allant jusqu'à neutraliser les oppresseurs du peuple. C'est de l'ingérence, mais est-ce qu'à un moment donné, elle peut avoir un sens ou un bien fondé? Pour moi, le fait que l'Israël et les États-Unis s'en sont pris au guide suprême, c'est la porte ouverte à ce que Poutine ou, par exemple, le président de la Chine fassent aussi les mêmes choses. Oui. Mais si je vois mon voisin qui est opprimé, et oui, j'aurais envie d'aller lui porter secours dans une certaine mesure. Bien sûr, mais la question c'est quelle est cette mesure justement? Jusqu'où on peut aller dans la volonté de porter secours à des opprimés? Je pense que lorsqu'on a vu la répression des manifestations en Iran, on s'est tous sentis concernés parce qu'on a aussi parfois envie de manifester dans notre pays et on n'aurait pas peut-être supporté un dixième de ce qu'ils ont subi. La question c'est jusqu'où je peux aller dans le soutien. Non mais pour répondre à cette question, il y a ce qu'on appelle le droit international qui répond à cette question. Et donc, la vraie question, à mon sens, c'est plutôt comment ce droit international est appliqué aujourd'hui. Oui. Là, on a un gros problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se dire que sous prétexte que le droit international n'est pas optimisé, n'est pas optimal dans son application, alors un pays peut décréter d'intervenir dans un autre pays sous prétexte qu'il veut faire l'agent de paix. Vous parliez tout à l'heure de pays voisins. La question que je me pose, c'est quel est le rapport entre les États-Unis et l'Iran? Il n'y a rien à voir. Et pourtant, ce sont les États-Unis qui vont dans un théâtre au Moyen-Orient pour intervenir, soi-disant pour des intérêts. Et aujourd'hui, on le sait à mon avis un peu tous, ce ne sont pas que des intérêts comment on dit ça, bienveillants qui les animent pour intervenir en Iran. Il y a des intérêts tout à fait personnels. Et donc, c'est là qu'on a un gros problème. Si aujourd'hui, on commence à décréter que ce que les États-Unis ont fait est quelque chose de bien, alors demain, qu'est-ce qui empêchera quelqu'un de venir intervenir en France quand il aura décrété que M. Macron est un mauvais président, on vient, on le kidnappe et on met quelqu'un d'autre à sa place. Et d'ailleurs, tout à l'heure, l'un de vous avait dit que lorsqu'on regarde aujourd'hui ce que pense le peuple, en dehors des considérations de l'élite médiatique ou politique, on se rend compte que ces guerres, notamment celles menées par Israël et les États-Unis, elles ne sont pas soutenues par la population. Un sondage a montré que la population américaine, elle n'est pas derrière son président aujourd'hui. Je boucle la boucle avec le premier sujet dont on a parlé, celui des élections. Bien lire les programmes, comprendre quelle est la politique intérieure, mais aussi la politique extérieure, les convictions militaires sur l'international de chaque dirigeant pour lequel on vote. Ça nous évitera d'être surpris ou déçus, pour parler avec euphémisme. Je mettrais quand même une nuance sur ce que vous venez de dire, puisque pour le cas des États-Unis, justement, Donald Trump a été élu sur un programme politique qui disait que les États-Unis allaient se retirer des conflits qui ne les concernaient pas. Et donc aujourd'hui, justement, ce qu'on voit, c'est que côté américain, c'est même dans son propre parti, certains estiment avoir été trahis par l'envoi de forces armées sur un théâtre qui n'a rien à voir avec les Alors, cela veut dire que la situation est d'autant plus grave puisqu'on pourrait voter pour des personnes qui ne respecteraient pas leurs paroles. C'est pas nouveau. Et là, c'est pas nouveau.
Bon courage à chaque citoyen qui suit cette vidéo. On va faire la transition avec notre dernier sujet du jour. Alors, comme vous le savez, le 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits de la femme. C'est le moment pour nous de faire un bilan sur le chemin parcouru et restant encore à faire. Et pour nous, sur le plateau, c'est l'occasion aussi de discuter sur l'état de notre société. Et pour participer, enrichir cette discussion par son expérience, nous accueillons sur le plateau Stéphanie Laventure, qui est danseuse professionnelle, chorégraphe et professeure de danse, mais aussi porteuse d'un projet très innovant qu'elle nous présentera à destination des femmes. On va en parler dans un instant. Stéphanie, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Eh ben, très bien, merci beaucoup. La première question que j'ai à vous adresser, mesdames, pour vous, 8 mars, journée internationale des droits de la femme, eh ben, à quoi ça fait écho pour vous, tout simplement, Stéphanie? Déjà, je vais faire juste une petite rectification. Vas-y, bien sûr. C'est quand même la journée internationale de la lutte des droits des femmes. Et du coup, je trouve ça important, en fait, que pour les générations qui sont là aujourd'hui, les générations suivantes, de voir, en fait, qu'il y a quand même une lutte qui est encore d'actualité. Le mot lutte, pour vous, c'est le mot central, justement, qui caractérise cette journée, parce que le combat continue encore. Oui, c'est ça. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un combat qui est présent, mais qui ne s'arrête jamais. Et que pour nos générations d'aujourd'hui, mais aussi de demain, il y aura toujours cette même lutte parce que les droits, en tout cas concernant les femmes, ne sont pas encore à jour. Il y a encore beaucoup à faire. Voilà, c'est ça. Heidi, au quotidien, lutte pour les droits de la femme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque, moi en tant que maman, ça évoque des droits que je veux acquérir pour mes enfants, pour être sûre qu'elles puissent vivre dans un monde paisible, même si on est loin de ce paysage. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que, alors je suis très très satisfaite, très contente qu'il y ait un jour qui est mis en valeur, mais j'ai l'impression que ça réduit aussi tous les autres jours à des jours lambda, des jours... et ça me dérange un petit peu qu'on mette la lumière sur un jour en particulier. Parce que... ouais, c'est comme si que les autres jours avaient moins d'importance. Alors bien sûr que la lumière est mise et il y a plein d'initiatives qui sont prises les jours suivants, etc. Et c'est super. Mais c'est pas encore assez suffisant, je trouve. Et surtout que j'ai des jeunes filles, donc je suis maman d'enfants, et donc j'ai des enfants qui sont là. Et quand je vois tout ce qui reste à faire, je me dis un jour, c'est light, quoi. Sur 364,25, c'est vrai que c'est le piège des commémorations et des jours souvenirs, puisque, comme vous l'avez dit, des initiatives, il y en a beaucoup. Vous en avez une déjà dont vous allez aussi nous parler. Mais la question, c'est après le regard médiatique, après l'interpellation, qu'est-ce qui reste sur les jours suivants? Et parfois, malheureusement, pas grand-chose. Est-ce que, Stéphanie, pour commencer, avant qu'on développe, vous pouvez justement nous présenter ce que vous mettez en place pour vous, cette journée du 8 mars? Oui, du coup, pour la journée du 8 mars, ça fait 3 ans que j'ai créé en fait un concept de danse-thérapie. D'accord. Donc, des ateliers de danse-thérapie. Et donc, le 8 mars, j'ai un atelier avec une autre danseuse de Belgique où on a décidé de collaborer ensemble pour cette journée spéciale des luttes des droits des femmes. Et du coup, là, on a vraiment plutôt décidé de se focaliser sur les luttes des violences. Parce que par rapport aux droits des femmes, il y a différents droits. Et là, nous, on a voulu se concentrer sur les violences en tout genre, donc qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Et donc, du coup, l'atelier, en tout cas, du 8 mars, va être concentré sur ces femmes victimes qui ont été victimes ou sont victimes de ces violences. Alors, merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure sur la danse, mais si on essaie de se faire un peu une vision globale sur le spectre aujourd'hui des différentes inégalités ou sujets de lutte encore pour les femmes aujourd'hui. Vous avez parlé des violences, on sait qu'on parle aussi souvent des écarts salariales, il y a peut-être beaucoup d'autres choses. Pour vous, si vous pouvez résumer quelques thématiques clés sur lesquelles la lutte doit encore continuer, Stéphanie, vous présenterez lesquelles spontanément? Spontanément, oui, je vais vraiment insister sur les violences parce que c'est quelque chose qui perdure. Oui. Après, bien évidemment,
Au niveau du salaire, il y a une différence. 20% à peu près aujourd'hui en 2025. Exactement. Et il dit sur ce spectre de tous les sujets sur lesquels il y a encore besoin de se battre, de faire avancer les droits. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui attirent votre attention? Le sujet des violences dont Stéphanie a parlé, c'est quelque chose qui fait écho pour vous? Oui, les violences totalement, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Mais moi, le point central, si je devais résumer, ça serait les mentalités, tant chez les hommes que chez les femmes. Parce qu'on aura beau mettre 1000 droits en place, si on aura beau avoir les meilleurs policiers, les meilleurs thérapeutes, si les hommes n'ont pas un changement de mentalité ou si les femmes n'ont pas un changement de mentalité en se disant ça, j'accepte pas, on restera toujours dans un engrenage. Oui. Donc pour moi, ça serait la mentalité. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc des actions de thérapie sont nécessaires si on essaie de venir un peu plus en amont dans le côté éducatif, pédagogique. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes, avec les enfants. Il y a très peu d'initiatives aujourd'hui, il y a très peu d'actions, de discours, que ça soit dans les programmes scolaires, que ça soit dans les mondes associatifs, qui viennent pour apporter ce regard aux plus jeunes, aux hommes, aux jeunes femmes également. Mais Samuel, c'est aussi le devoir des parents. C'est le devoir des parents aussi. Je pense que c'est le devoir des parents et c'est souvent dans la sphère privée que les enfants grandissent et donc se font une image de ce qu'est un homme ou une femme, ce qu'on doit tolérer, ce qu'on ne doit pas tolérer. Et après, c'est ce qu'ils reproduisent tout simplement. Donc je pense que vraiment, ça doit se faire dans les mentalités et dans la sphère familiale. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi moi, je mets rarement la sphère familiale en premier lieu, alors qu'au final, c'est là que se joue quasiment l'essentiel, des enjeux liés à la formation d'un être et à sa pensée, son regard sur le monde. C'est parce que, notamment en France, dont on parle, on est un territoire avec une population issue de beaucoup d'horizons différents et une population avec un très grand mélange culturel qui est, certes, à mes yeux, en tout cas, une force, mais qui crée aujourd'hui beaucoup de décalage dans la compréhension des rapports avec autrui, avec le plus âgé, avec le sexe opposé. Et c'est pour moi, normalement, notamment l'école républicaine, qui était censée un peu harmoniser les choses. Maintenant, c'est vrai que le cadre familial, c'est le premier lieu de formation aujourd'hui. Espérons au moins que l'école puisse compléter avec les angles morts. Après, je pense que la problématique aussi est que aujourd'hui, on est dans une société où les familles sont déséquilibrées. Oui. Et donc, du coup, s'appuyer que sur le fait que les familles doivent faire quelque chose, en fait, on peut pas s'appuyer sur les familles vu qu'elles sont déséquilibrées. Il y a un taux de divorce qui a augmenté, les violences ont aussi augmenté. Donc, en fait, il y a un déséquilibre qui est là. Et finalement, si l'État ne réveille pas en fait les choses, si la justice ne fait pas aussi son travail, si l'État ne décide pas d'investir dans l'éducation nationale ou dans d'autres sphères, dans le sphère aussi du sport, enfin là où il y a la présence d'enfants, finalement il n'y aura pas de changement non plus, parce que les familles aujourd'hui ne sont plus en capacité de pouvoir donner des bonnes valeurs et principes. Et pourquoi elles sont plus en capacité ? Parce que je pense que la société, déjà, le fait d'accepter le divorce a laissé toutes ces familles, en fait, on normalise le divorce. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut divorcer simplement. Sauf qu'en fait, il y a tellement un taux de divorce que, du coup, on se retrouve avec énormément de familles monoparentales. Alors qu'avant, il n'y avait pas autant de présence, autant de divorces. Plus de familles soudées qui se forçaient à persévérer, à rester ensemble dans ses valeurs, dans ses principes. Mais du coup, énormément de femmes subissaient, parce que les violences, elles ont toujours été là. Mais elles subissaient et pour garder la famille solide. Sauf que déconstruire déjà juste ce cadre familial, ça met déjà un déséquilibre chez l'enfant. Et aussi, je pense que la société a mis en lumière et laisse plus la parole maintenant aux femmes qui décident de se lever, de parler pour se battre par rapport aux violences, etc. Et merci aussi aux réseaux sociaux qui aident beaucoup. Tout à fait. Donc, de voir maintenant qu'il y a aussi autant de violence, finalement, on se rend compte que non, la violence a toujours été là, c'est juste que là, maintenant, on met de la lumière dessus. Oui. Et que les gens ont décidé de dire stop.
Mais je suis d'accord avec la plupart de vos propos. Mais quand vous dites que les femmes avant se battaient pour garder leur famille solide, moi je suis une ancienne victime de violences conjugales et un des déclics, c'est une psychologue m'a dit que si je restais dans ce schéma-là pour pouvoir vouloir protéger mes enfants, elles vont normaliser le fait que papa, maman papa parle mal à maman et du coup maman réagit aussi. Et du coup, c'est ça qui m'a dit, je veux pas que mes filles grandissent dans ce cadre-là. Donc moi, une femme qui voudrait divorcer parce que le cadre familial n'est pas sain, je l'encouragerais vraiment. Et pour moi, ça devrait pas être une excuse pour pouvoir rester et pour pouvoir avoir le cadre familial. C'est vrai que, comme vous avez dit, il y a une partie de vos propos que je partage, c'est la destruction de la cellule familiale, qui pour moi est un enjeu très important dans l'image qu'on renvoie dans l'éducation des enfants. On parle notamment du divorce, certes. On peut parler également de parents du même sexe qui ont leurs droits et on n'est pas là pour juger cette question-là, mais ça créera une famille dans laquelle il n'y aura pas soit une figure paternelle ou une figure maternelle et après, les parents aimant leur enfant trouveront les moyens de leur transmettre également le discours et le regard sur la manière de se comporter avec l'autre, bien que l'enfant n'ait pas eu cet exemple à la maison au quotidien. Maintenant, de dire que les couples étaient peut-être plus solides, unis avant une forme de démocratisation du divorce, peut-être que les couples étaient ensemble encore juridiquement, mais avec des familles détruites à l'intérieur, et auquel cas, c'est peut-être pas toujours non plus un excellent exemple pour les enfants. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre familial, je pense qu'il y a beaucoup qui se joue par rapport à la manière dont l'enfant va considérer l'autre finalement. Alors si on parle maintenant sur le côté peut-être plus thérapie, aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer c'est quoi la danse-thérapie finalement? Alors la danse-thérapie, pour faire très court et très simple, D'accord. c'est de pouvoir exprimer ses mots, M-E-X, à travers le corps. D'accord. Parce que l'être humain a parfois des difficultés à verbaliser ou prendre conscience de certains états de son cœur, certaines blessures. Donc, l'être humain peut facilement mentir ou peut facilement rester dans le déni ou se convaincre de plusieurs choses et convaincre les autres juste à travers la parole. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Ok. Le corps, il retient, il a une mémoire incroyable, comme un disque dur, il retient tout. Et donc, quand on fait un certain mouvement, on voit naturellement si la blessure elle va revenir à vivre ou si en fait non, j'ai été guérie. Et du coup, pour moi, le fait d'avoir décidé de créer du coup ce concept de danse-thérapie, ça a été pour moi révélateur parce que je me suis dit mais en fait c'est un gain-temps sur la guérison. Parce que du coup, il y a cette conscience entre le corps, plus nos émotions, plus notre état d'esprit, et tout est lié. Alors que juste poser des mots, échanger, etc., en fait, le corps, lui, à part être assis, il sort pas l'émotion ou ne prend pas conscience de ce qu'il vit. Alors aujourd'hui, vous en parlez avec beaucoup de conviction. On a des images qui s'affichent également pendant que vous êtes en train de nous présenter ça. On observe de plus en plus, notamment, pour nous, on est en région parisienne, de plus en plus de formes de thérapie alternative, de groupes de discussion, de libération de la parole. Vous avez parlé aussi des réseaux sociaux d'ailleurs tout à l'heure, et des approches un peu novatrices finalement. Comment ça vous est venu ? Vous êtes danseuse professionnelle, chorégraphe et autres. Vous pourrez nous expliquer un peu votre travail au quotidien. Comment ça vous est venu de faire le lien finalement avec la thérapie, les violences faites aux femmes et toute cette lutte? C'est tout simplement, je veux dire, grâce à mon background. Donc moi, je suis une enfant et une femme qui a été victime de violences, que ça soit physique, psychologique et sexuelle. Et en fait, moi, je suis rentrée dans un schéma. C'est parce que j'ai vu, j'ai subi, et en fait, j'ai reproduit. Donc, finalement, c'est seulement à mes 26 ans que j'ai décidé de sortir de ce cycle. D'accord. Et je me suis... Excusez-moi, seulement à vos 26 ans, combien de temps ça a duré finalement, ce cycle? 26 ans. D'accord. 26 ans. Dès ma naissance, les violences ont toujours existé. Dans mon cadre. Et après 26 ans de souffrance, vous prenez la décision de
Oui, de vivre autre chose. c'est ça. J'ai eu cette prise de conscience que, en fait, stop, ce n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas normal. À force de voir la vie des autres personnes autour de moi et surtout que voilà, j'étais arrivée à un âge où j'étais en relation et finalement je me suis rendu compte, mais en fait je suis en train de reproduire exactement les mêmes choses que ma mère. J'accepte exactement les mêmes choses que je lui reproche et que je lui reprochais. C'est pas possible. Et du coup c'est là que je me suis dit, en fait je suis en train de répéter, mais je ne sais même pas ce qui est bon. Et du coup à ces 26 ans j'ai décidé de sortir de cette relation et en fait sortir de tout ce cycle parce que finalement, ce qu'on dit pas non plus, c'est que certes, l'homme est l'acteur principal des violences, mais l'entourage fait partie des figurants D'accord. des violences. Ils sont aussi acteurs en fait de la violence, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes dans l'entourage qui voient des choses mais qui ne disent rien. Une passivité complice. Ah oui. Un peu. Oui. Ah oui, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'en mêler, soit parce qu'en fait, ils acquiescent aussi. Ouais, ça, c'est leur norme, quoi. Ah oui, Alors là, exactement. il y a beaucoup de choses à dire et vous êtes toutes les deux porteuses d'une histoire forte. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand vous avez commencé à raconter votre histoire. Vous avez dit, je vais dire, grâce à. C'est-à-dire, on sent quand même une forme de prise de hauteur, de recul par rapport à ce dont vous avez vécu. Moi, ce que je vais vous proposer, si vous pouvez adresser un mot, peut-être en regardant chacune de vos caméras, à toutes les femmes qui pourraient nous suivre, être passées par des parcours similaires aux vôtres, quels mots vous pourrez leur donner pour espérer pour la suite. Et puis, continue aussi avec un message pour l'entourage, les complices. On a peut-être tous été observateurs d'un certain nombre de relations à minima déséquilibrées, soit carrément destructrices. Quels mots vous donnez aux femmes? Quels mots vous donnez aux familles? Quels mots vous donnez aux hommes? Aujourd'hui, on peut commencer par Heidi. Oui, moi, si j'avais un mot à dire à ces femmes, je dirais de ne pas laisser la saison dans laquelle tu es te définir. C'est-à-dire que souvent, on a une image de nous qui est très abîmée, qui est fausse. Et du coup, nos curseurs émotionnels ne sont pas lucides et équilibrés. Et du coup, l'image qu'on a, elle est complètement fausse. Et moi, je voudrais dire que ne laisse pas la saison dans laquelle tu es définir qui tu es, ou les personnes te laisser mettre des étiquettes sur toi. C'est pas la réalité. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Stéphanie, à toutes ces femmes Moi, et ces hommes qui regardent? Oui, ce que je pourrais dire à toutes ces femmes, c'est n'aie pas peur de ta liberté. Parce que finalement, être dans un cadre de violence te normalise d'être emprisonné, mais n'aie pas peur de la liberté, parce que la liberté, tu la mérites, même si c'est inconnu, va vers la liberté et tu te rendras compte que tu es actrice de ta vie et que non, qu'il n'y a pas besoin d'un acteur principal pour que tu puisses vivre ta propre vie. Merci beaucoup. Alors, une question moi qui m'interpelle lorsque vous parlez d'être acteur de sa propre vie, c'est-à-dire que c'est une décision qu'on doit prendre en soi-même et s'impliquer d'abord, peut-être sans attendre l'aide et le soutien des autres. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui quand même, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des mains tendues pour aider les femmes victimes de violences conjugales, qui sont dans des extrêmes précarités ou n'importe quelle autre situation pour lesquelles, a priori, elles pourraient se sentir seules ou seules avec leurs enfants? Il y a un tissu associatif en France, il y a des commissariats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce qui est proposé en aide pour les femmes? Là, par rapport à cette question, en toute honnêteté, j'ai envie de dire que ça dépend des cas. Il y a des cas où tout se passe bien, la justice agit, et il y a d'autres cas, la justice n'agit pas du tout. Ok. Moi, personnellement, je sais que pour ma mère, la justice, elle a agi, mais de manière miraculeuse. On ne sait même pas comment ça se fait qu'on ait eu autant d'aide, qu'au bout de 3 mois, tout était terminé. Alors que pour d'autres situations, il y a d'autres femmes, leurs paroles, elles sont même pas prises en considération.
que ça soit par la justice, que ça soit par leur entourage, que ce soit même par le corps médical. C'est des injustices qui existent. Mais on peut pas, je pense, faire de généralité, en fait. Ok. Je pense que là, on est obligé de faire du cas par cas. Ben, c'est quand même sacrément, pour moi, problématique. On parlait de politique tout à l'heure. Je pense que vous suiviez ce qu'il disait sur le plateau. C'est assez problématique, à mes yeux, hein, on est sur un sujet qui est quand même documenté depuis des années. En réalité, c'est pas aujourd'hui qu'on découvre la situation. Qu'on en soit encore aujourd'hui à une loterie, au petit bonheur la chance, je me rends dans un commissariat, est-ce que ma parole sera vraiment entendue ou est-ce que je serai dans ce pourcentage de cas, malheureusement, où a priori la justice semble ne pas agir? C'est quand même assez problématique à mes yeux. Heidi, je vous vois lever les sourcils. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce contexte et des aides qui peuvent être apportées de celles qui en auraient besoin? Variable d'une situation à d'une autre. D'accord. Moi, me concernant, malheureusement, j'ai pas eu cette main tendue vers moi. Il a fallu que je pose énormément de plaintes. Les policiers à la fin me disaient on en a marre de vous voir là parce que en fait c'est toujours sa parole contre la mienne et j'avais pas de preuves, donc il a fallu que j'enregistre dès qu'il était là, que je mette des audios, que je prenne des photos, ou la moindre chose il fallait que moi-même victime je me protège. C'était pas simple. Après, au niveau associatif, il y a plein de choses qui sont mises en place dans ma ville, par exemple, et je trouve ça formidable. Mais j'ai pas eu besoin de bénéficier de tout, donc je peux pas dire vraiment qu'est-ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça a été un soutien. En fait, quand on est dans cette situation-là, le moindre soutien devient une bouée. Et du coup, je suis assez satisfaite quand même de ce que le milieu associatif a mis en place, mais pas de la justice. D'accord, c'est intéressant de dire qu'il y a les deux qui existent, effectivement, et parfois on se tourne que vers l'un en oubliant que de l'autre côté, il y a peut-être une bouée, comme vous le dites. Il y a une réflexion importante lorsqu'on parle de la justice, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est posé, notamment dans les sphères féministes, sur le sujet d'un changement profond de notre système aujourd'hui judiciaire avec le rapport de la preuve et la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent un certain nombre de choses qui n'ont pas aujourd'hui les faits matériels pour le prouver, qui peuvent porter plainte, et effectivement, face à un officier de police judiciaire qui, normalement formé, mais peut-être pas toujours suffisamment, n'a pas les outils matériels pour pouvoir confirmer une infraction. Alors certains sont en train de militer pour demander à ce que la présomption d'innocence puisse être, j'utilise mon terme, plus ou moins altérée dans un cas de plainte déposée par une femme pour qu'elle soit d'abord crue et ensuite qu'on examine. Et ça, c'est un fondement de notre droit qui est quand même fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, vous pensez que c'est un problème, la présomption d'innocence, qui au final peut permettre à des situations de rester sous silence par faute de preuves? J'élargis la question à un certain nombre de personnages publics qui peuvent avoir été accusés de beaucoup de choses. Les procès peuvent mettre des années à arriver s'ils arrivent. Et certains diront, non, une accusation fait que la personne doit se retirer. D'autres diront, tant qu'il n'y a pas condamnation, la personne doit rester en exercice. C'est un débat très difficile. J'aimerais interroger votre avis, vos réflexions actuellement sur la question, Stéphanie. Je suis un peu partagée et voire limite pas trop objective. D'accord. À cause de plusieurs expériences. Du fait que je comprends qu'il faut des faits matériels. Ça, je comprends. Parce que j'ai aussi trop vu le mauvais côté de nombreuses femmes aussi qui arrivaient à faire de faux témoignages. Oui. Et ça a été une très grande déception de voir qu'il y ait aussi énormément de faux témoignages et que ces faux témoignages ont toujours été pris en considération, alors que les vrais témoignages ne sont pas pris en considération. Et je pense que oui, qu'il y ait des faits, ça aide, sauf que en réalité,
quand on est réellement victime de violence, on n'a pas le temps en fait de penser il faut que j'enregistre ça, il faut que je prenne une photo là, il faut que je screen ça. Non, on est victime, notre tête elle est déjà partout pour essayer de vivre. Donc penser oui, il faut que j'ai les faits, faut être aussi réaliste. C'est comme si on demandait à un militaire attends, prends-moi une photo pour montrer que t'es au combat. C'est illogique. Donc en fait, je pense que à cause des faux témoignages, ça amène aussi à ça, mais aussi à cause aussi de la justice qui ne décide pas de croire les vrais témoignages, ça amène en fait je pense qu'il faut apporter en fait des faits pour faciliter tout le monde. Mais la réalité, c'est que une vraie victime, elle va arriver comme ça, elle peut arriver comme ça en courant. Oui, aidez-moi. Et il n'y a pas de fait, il n'y a rien. On est bien d'accord, c'est une situation qui est complexe. Ah oui. Et aujourd'hui, trouver la solution à cette équation, à la fois juridique, éthique, elle est difficile. Heidi, votre regard, vous, là-dessus? Moi, je suis totalement d'accord avec Stéphanie, même si j'ai subi une injustice. Je comprends vraiment qu'il faut apporter des preuves parce qu'on peut détruire trop facilement la vie des gens à cause de ça. Donc, je suis d'accord pour apporter des preuves et voilà, ça prend. Eh bien, tant de choses à dire, mais surtout tant de choses à faire. Ce qu'on peut se souhaiter, c'est que d'ici un an, pour le 8 mars 2027, on puisse avoir encore des avancées conséquentes, le plus vite possible, on l'espère, mais au moins qu'elles soient certaines. Stéphanie, on vous remercie pour votre présence sur le plateau et pour nous avoir apporté ce témoignage. Où est-ce qu'on peut vous suivre, connaître un peu votre actualité et vos prochains projets, peut-être sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec stephanie.lvntr ou workshop.avecamour. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Heidi, et merci à vous de nous avoir suivis sur l'Interface, votre émission Grand Angle, hebdomadaire tous les mercredis, pour décrypter les enjeux de l'actualité nationale, internationale et religieuse. À bientôt.